Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous sur Métropole à l'heure de la rubrique Le Point. Ce matin, nos invités, le professeur Rony Desroches de l'initiative de la société civile et le colonel Himmler Rébu. Le colonel qui n'est pas malheureusement avec nous en studio pour la première partie de l'émission. Il a un petit retard qui ne dépend pas de lui. Et professeur Rony Desroches, bonjour et bienvenue sur Métropole. Bonjour Georges, bonjour aux téléspectateurs et téléspectatrices de Télémétropole. Professeur, aujourd'hui, nous sommes le 1er octobre, c'est le début, sinon l'ouverture d'une nouvelle année fiscale sans un budget élaboré, sans un budget voté par le Parlement. On sait qu'au niveau de l'initiative de la société civile, à travers un observatoire, vous travaillez sur le budget de la République. Commencer une nouvelle année fiscale sans une loi de finances, selon vous, qu'est-ce que cela implique? N'est-ce pas un retard qui peut avoir des impacts négatifs sur l'économie même du pays? Bon, il faut dire que ce budget rectificatif qui va être en exécution à partir du 1er octobre, ce n'était pas un budget qui était prévu pour cette année fiscale. C'est un budget qui était là essentiellement pour rectifier le budget de l'année précédente, parce que nous savons qu'il y a un certain nombre de dépenses qui ont été faites, il y a un certain nombre de rubriques budgétaires qui ont été dépassées, donc il fallait un budget rectificatif pour rester, si vous voulez, dans les limites légales. Ce budget a été voté, il est aujourd'hui reconduit, mais il faut dire que l'actuel gouvernement va devoir rapidement se mettre au travail pour doter le pays d'un budget qui, je l'espère, pourrait véritablement répondre aux obligations de l'heure. Parce que le budget rectificatif, d'abord, prévoit un certain nombre de ressources qui ne seront pas disponibles. Il faut se rappeler que ce budget a été élaboré avant le début de juillet, c'est-à-dire les 6, 7 et 8 juillet, qui, n'est-ce pas, ont été marqués par les émeutes que nous connaissons, par, n'est-ce pas, les événements que nous connaissons. Et à ce moment-là, l'État haïtien prévoyait encore une augmentation du prix du carburant à la pompe. Or, ceci ne sera pas le cas, étant donné que ceci a été éliminé. Donc, il va falloir trouver d'autres ressources ailleurs pour compenser cette perte. Il y a également d'autres éléments qu'il faudra également changer, parce que les événements des 6, 7 et 8 juillet ont certainement handicapé beaucoup d'entreprises, n'est-ce pas, privées. Le secteur touristique, par exemple, a été très touché par, n'est-ce pas, ce qui s'est passé au début du mois de juillet. Je causais il y a à peine quelques jours avec un propriétaire d'hôtel qui me disait que, bon, il y a beaucoup de réservations qui ont été annulées et qu'il leur faudra à peu près 1 an pour revenir à l'état d'avant juillet. Ce qui signifie, voici un secteur important pour le pays qui certainement ne pourra pas apporter les ressources auxquelles on pouvait s'attendre. Et tous les secteurs sont touchés par cette situation. Je suis très proche du secteur de l'éducation. J'entends beaucoup les directeurs d'école se plaindre de ce que beaucoup de parents ne sont pas en mesure jusqu'à présent de répondre aux obligations scolaires et même dans certaines écoles qu'on pourrait considérer plus ou moins comme étant des écoles favorisées, des gens qui n'ont jamais eu le problème, eh bien, commencent à se plaindre, etc.
Ce qui signifie qu'au niveau des rentrées, ça va être extrêmement difficile. Donc, il va falloir voir. Et maintenant, il faut aussi penser à répondre aux attentes de la population parce que, et je pense que les événements des 6, 7 et 8 juillet montrent qu'il y a une grosse frustration de la part de la population et que la population attend de la part du gouvernement certains redressements. Aujourd'hui, il y a le secteur privé des affaires qui est à l'affût, qui attend que le gouvernement, disons l'administration moïséen, rectifie le tir en proposant un budget qui soit cohérent, un budget qui peut favoriser la relance de l'économie. Au niveau de la société civile, est-ce que vous faites des propositions au gouvernement lorsqu'il s'agit d'élaborer un budget ou encore est-ce que vous faites ce que je pourrais appeler vous préparez des contre-budgets pour dire voilà dans quel chemin il fallait aller, il faut prendre ce chemin plutôt que tel autre? Bon, nous n'avons pas préparé de façon formelle un contre-budget. Cependant, j'ai eu l'occasion d'être invité par le ministre de l'Économie et des Finances pour discuter du projet de budget 2018-2019. Et à ce moment-là, j'ai eu l'occasion de faire quelques propositions. C'était déjà l'époque où la question sociale se posait, la question de la hausse du carburant, n'est-ce pas, était sur la table. Et ce que nous avions proposé, c'était qu'il y ait des mesures sociales qui puissent alléger la situation des plus défavorisés. Et j'ai même cité au niveau, n'est-ce pas, du gouvernement, ce qui se passe en République dominicaine. En République dominicaine, depuis de très nombreuses années, il y a une politique en ce qui concerne l'alimentation pour s'assurer que les petites bourses puissent trouver certains aliments à très très bon marché. Par exemple, vous verrez, si vous allez en République dominicaine, si vous demandez, en tout cas, je n'ai pas été ces toutes dernières années, mais quand j'y allais un peu plus souvent, eh bien, j'ai même accompagné des élèves du collège, etc. Ils étaient étonnés de voir comment, avec très peu de pesos, vous pouviez quand même avoir un repas substantiel, n'est-ce pas? Vous trouvez du poulet, n'est-ce pas, à bon marché, vous trouvez du manioc à très bon marché, etc. Et celui qui n'a pas beaucoup d'argent peut quand même manger. Donc, je disais, il faut penser à une politique d'alimentation avec au moins 2 ou 3 éléments qui soient à la portée des plus petites bourses. Mais aussi, ce que nous recommandons d'une façon générale, c'est qu'il faudrait accorder beaucoup plus d'importance à ce que l'on peut appeler les impôts directs, plutôt que les impôts indirects. En Haïti, on accorde beaucoup plus d'importance aux impôts indirects. Ce qu'on entend par impôts indirects, vous achetez un stylo, vous achetez une bicyclette, vous achetez un projecteur, eh bien, l'État prévoit, n'est-ce pas, disons 10% de TCA dessus, etc. Sur tout ce que vous achetez, il y a quand même quelque chose qui est perçu. Eh bien, en général, les économistes considèrent que les impôts indirects ne sont pas nécessairement justes parce que cela pénalise tout le monde. C'est-à-dire que vous soyez multimillionnaire ou que vous soyez très pauvre, n'est-ce pas, en dessous du seuil de la pauvreté, vous payez, n'est-ce pas, le même impôt indirect sur ce que vous achetez. Alors qu'il faudrait davantage recueillir des impôts directs, impôts sur le revenu. Ainsi, celui qui gagne, je ne sais pas, beaucoup plus, 5 000 dollars américains par mois, eh bien, va payer davantage, etc. Donc, ce serait une imposition beaucoup plus juste. Mais il y a une certaine paresse, si vous voulez, au niveau de l'État haïtien, parce que l'impôt indirect, c'est beaucoup plus facile à percevoir parce que là, on prend ça à la source chez le commerçant, chez l'industriel, etc. Tandis que l'impôt sur le revenu, il faut aller chercher l'argent chez l'individu, n'est-ce pas, qui travaille. Qu'est-ce que nous avons remarqué? Nous avons remarqué que beaucoup de nos professionnels
ne paient pas d'impôt sur le revenu ou bien ne paient pas ce qu'ils devraient payer. On vient d'avoir l'exemple avec beaucoup de ces ministres, n'est-ce pas, qui viennent de rentrer dans le nouveau gouvernement. Beaucoup d'entre eux ont dû faire un redressement fiscal parce que les sénateurs ont fait l'investigation pour voir s'ils avaient payé convenablement leurs impôts, etc. Ce qui signifie qu'il y a un gros effort à faire du côté des professionnels, les ingénieurs, les médecins, les architectes, les professeurs, etc., pour qu'ils puissent véritablement payer ce qu'ils doivent. Et aussi, il y a tout un secteur informel qui devrait aussi être soumis, n'est-ce pas, à une fiscalité juste, parce qu'il y a des gens qui font, n'est-ce pas, de la ferronnerie, qui utilisent parfois même l'électricité publique, n'est-ce pas, qui passe sur la ligne électrique, qui ne paie pas l'électricité, qui ne paie absolument rien du tout, alors que ce sont des gens qui gagnent. Il y a un effort à faire de ce côté-là, et puis, bien entendu, il y a un travail à faire au niveau des investissements publics également. Je vous ai posé la question, professeur, c'était pas de manière innocente, à savoir est-ce qu'il arrive au secteur de la société civile de formuler des propositions concernant le budget, mais est-ce qu'il arrive également au secteur de formuler d'autres propositions concernant d'autres sujets comme la politique, comme dans l'agriculture, l'éducation, etc., etc. Parce qu'on a l'impression que, c'est même pas l'impression, il est évident qu'en Haïti, nous disposons de presque tout. C'est-à-dire nous avons la société civile, nous avons la classe politique, nous avons les universités, nous avons les universitaires, mais l'impression est que tous ces secteurs sont englués dans une certaine paresse et laissent toute la charge sur le dos du gouvernement, sur l'État. Quand est-ce qu'on sortira dans ce schéma, professeur? Bon, je dirais que quand même, il y a un certain nombre de propositions qui sont faites. Je crois qu'aujourd'hui, beaucoup de ministères invitent des secteurs de la société civile à participer à des débats. Dernièrement, on pensait au programme, n'est-ce pas, pour l'éducation pour les 10 prochaines années. Bon, j'ai été invité, malheureusement, je n'ai pas pu y aller parce que j'avais d'autres obligations. La semaine dernière, par exemple, nous étions plusieurs de la société civile à participer à un séminaire de 2 jours sur la réforme de l'État. J'ai participé à tout ça et nous avons participé pendant 2 jours pour justement donner un certain nombre de recommandations pour qu'on puisse arriver à une meilleure gestion de l'État, à une meilleure gestion des deniers publics. Et vendredi dernier, nous étions avec l'ULCC, l'unité de... Enfin, pas l'ULCC, la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, qui pour la première fois avait invité ce qu'ils appellent les parties prenantes. Ils avaient invité des gens qui appartiennent au système disons, de contrôle, tels que l'ULCC, tels que l'UCREF et autres. Ils avaient invité la société civile à dire quelles étaient leurs attentes par rapport, n'est-ce pas, au fonctionnement de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Et là, nous avons fait aussi des propositions pour qu'il y ait beaucoup plus de transparence, n'est-ce pas? Par exemple, beaucoup de rapports sont en ce principe produits par la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, mais ne sont pas rendus publics. Or, ils ont un site, ils auraient dû mettre, n'est-ce pas, ces rapports sur le site, et le citoyen aurait pu s'informer pour savoir comment vont les choses, etc. C'est la même chose pour l'ULCC qui parfois organise aussi des séminaires et nous faisons des propositions. Je dois dire que ce qu'on constate avec quand même un certain plaisir, une certaine satisfaction, c'est que certaines de nos recommandations sont en train d'être mises à exécution. Par exemple, au niveau de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, personnellement, au niveau de l'initiative de la société civile, nous avons souvent dénoncé le fait
que la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif était jugée partie. C'est-à-dire que la Cour approuvait un certain nombre de contrats, la Cour approuvait les dépenses pour, par exemple, les entreprises d'État ou les collectivités territoriales, et puis c'est encore la Cour supérieure des comptes qui va vérifier si les dépenses sont correctes. Ce n'est pas normal. Si vous avez approuvé à un moment de la durée, vous ne pouvez pas encore être là pour être à la fois juge et partie. Juge et partie, c'est bon. Heureusement qu'ils sont en train de corriger ceci, et ce que j'ai appris du vice-président vendredi dernier de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, à partir du 1er octobre, le début de la nouvelle année fiscale, eh bien, ils ne seront plus responsables pour approuver, n'est-ce pas, certaines dépenses. Ils n'auront plus leur comptable dans des entreprises d'État et ils sont en train d'arranger cela aussi pour les collectivités territoriales, de telle sorte qu'ils concentrent leurs efforts sur, n'est-ce pas, le contrôle et qu'ils laissent à d'autres instances, comme par exemple l'ULCC, qui est là pour les marchés publics. Non, mais ce n'était pas une prérogative légale, constitutionnelle pour le Conseil, pas le Conseil, la Cour supérieure des comptes d'approuver certains contrats, certains dossiers. Effectivement, c'est une obligation légale, constitutionnelle. Et la Cour va abandonner cette obligation. Oui, mais malheureusement, c'est une erreur. C'est une erreur, et c'est une erreur qui a été dénoncée même par des instances internationales, n'est-ce pas, qui se sont penchées sur le système de contrôle. On ne peut pas approuver et en même temps contrôler. Il y a là presque un conflit d'intérêts, d'autant plus qu'il y a d'autres instances. Est-ce que la correction ne devrait pas être légale? Oui, bien sûr, la correction doit être légale. Et d'ailleurs, ils nous ont dit qu'ils ont discuté avec le député Tardieu et la commission spéciale qui se penche sur l'amendement constitutionnel, de telle sorte que ces dispositions constitutionnelles soient éliminées au moment de l'amendement constitutionnel. Donc, il y a le colonel Himmler Rébu qui est déjà en studio avec nous. Il s'apprête à faire son entrée. Le colonel Himmler Rébu. Bonjour, colonel. Merci. Bonjour. Vous avez été victime des aléas de la circulation. Mes excuses pour le retard. Oui, alors, colonel, on essaie de voir avec le professeur Ronnie Desroches la paresse dans laquelle se trouvent nos secteurs, que ce soit la classe politique, la société civile, les universités, qui sont plutôt là pour réagir, dénoncer, mais qui n'agissent pas véritablement. Qu'est-ce qui arrive? Pourquoi vous ne sortez pas de cette torpeur, de cette paresse au niveau de la classe politique? Bon, moi je crois qu'on est dans un gros trouble au niveau national. Tant les données de base sur lesquelles on travaille sont elles-mêmes au départ faussées. On a eu, pendant ces 30 dernières années, beaucoup de déstructuration de la société haïtienne globalement. Et on s'efforce à faire marcher un véhicule dont le moteur est en panne. C'est ce qui nous est arrivé. L'organisation spatiale de l'État d'Haïti aujourd'hui, c'est un gros souci. Et comment vous pouvez arriver à résoudre des problèmes fonctionnels dans un espace, dans l'espace métropolitain tel qu'il est, je ne peux pas dire organisé, tel qu'il est désorganisé. Donc il y a pour moi un problème de fond, c'est l'organisation, la distribution de la population sur le territoire national. Ça arrive dans beaucoup de pays où les gens émigrent vers les points où les services sont supposés être présents. C'est une réaction humaine. C'est une réaction humaine, justement, et dans notre cas, c'est que nous n'avons pas amené les services de base au niveau des sections communales, au niveau des communes intérieures. Donc, il y a un très gros mouvement de population
et ceci, toutes nos villes en sont victimes, vers les points centraux, et à partir de là, la gestion devient plus difficile. Maintenant, sur le fonctionnement de l'État lui-même, je crois qu'il y a un gros déficit de cheminement pour les gens qui arrivent à diriger l'État. Il y a des gens qui arrivent, qui prennent des décisions au niveau de l'État, qui sont ministres, mais c'est pour la première fois qu'ils sont en contact avec le fonctionnement des entités de l'État. Par exemple, j'ai écouté le professeur Desroches, qui vous avez discuté de la question du budget. Vous étiez en train de discuter de l'organisation des instances de contrôle de l'État, mais le concept au départ est erroné. Si le concept lui-même est erroné, le fonctionnement va l'être aussi. Donc l'équation sera toujours difficile. Alors, pour revenir à ma question de départ, aujourd'hui, le gros du travail tombe sur le dos de l'État. C'est l'État qui doit tout faire. On ne sent pas véritablement une classe politique active, une société civile dynamique qui arrive à faire des propositions et à imposer, à faire des impositions même. Non, non. Là, on tente d'entrer dans une inversion de rôle. Et les partis politiques ont des programmes écrits. Il y a des ajustements qui se font. La société civile prend des positions publiques, mais n'a pas le pouvoir d'agir directement sur les décisions d'État. C'est pourquoi les gens vont aux élections, c'est pourquoi les gens sont choisis, entre comilles, par la population, pour faire fonctionner l'État. Et on serait dans un très gros désordre si n'importe quelle institution en dehors de la structure de l'État s'imaginait pouvoir imposer ses points de vue. Professeur. Oui. Alors, je dirais que dans le cas d'Haïti, il y a un relais qui ne fonctionne pas. C'est particulièrement le Parlement. Parce que dans n'importe quel pays, parce que la société civile n'a pas le levier pour imposer les choses. D'accord? Parce qu'on n'a pas de pouvoir. On peut avoir une influence. L'influence vaut dans la mesure où celui qui reçoit cette influence a les moyens d'agir et a la volonté d'agir. Par contre, le Parlement a le pouvoir. Le Parlement peut imposer. Nous ne pouvons pas imposer. Or, malheureusement, il faut dire que ce relais est très défaillant ici en Haïti. D'une part parce que on trouve fort peu de parlementaires qui s'intéressent véritablement au fonctionnement de l'État. On n'a qu'à voir la quantité de lois qui sont en souffrance. Prenons le cas, par exemple, d'une loi qui a été déposée il y a au moins une dizaine d'années pour, n'est-ce pas, l'accès à l'information, le libre accès à l'information. Or, c'est quelque chose de capital, en ce sens que vous autres journalistes, si vous vouliez avoir des informations sur ce qui se passe en termes de contrats, par exemple, miniers, ou bien de contrats, je ne sais pas, sur tel ou tel type d'activité, vous auriez le droit d'aller voir le ministère concerné et avoir les informations. Dans un pays comme le Canada, par exemple, vous voyez même des contrats d'exploration minière concernant Haïti, publiés sur le site, n'est-ce pas, du gouvernement canadien. Et ici, nous ne sommes pas au courant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, la loi sur, n'est-ce pas, l'accès, le libre accès à l'information, c'est une chose que les parlementaires auraient dû voter depuis longtemps. Vous avez, par exemple, d'autres lois également en ce qui concerne l'agriculture, par exemple. Par exemple, aujourd'hui, on a besoin de protéger quelque part l'agriculture du pays, n'est-ce pas, pour pouvoir produire davantage contre, n'est-ce pas, une importation massive. Mais toutes ces lois sont en souffrance, donc le Parlement ne joue pas véritablement son rôle, et même quand la société civile ou les partis politiques proposent, mais il faudrait qu'eux, ils imposent. Colonel Himmler Rébu, aujourd'hui nous assistons à une espèce d'embellie politique, c'est un calme apparent. Cela est dû à quoi selon vous?
Embellie. Oui, oui. Mis à part, la Libye Pétro-Caribé la Libye Pétro-Caribé qui favorise des manifestations de rue, mais dans la politique en soi, on sent cette accalmie, ce calme apparent, cette embellie, pour me répéter encore. Bon, Cela est dû à quoi? Je ne dirais pas embellie, je dirais plutôt c'est le calme avant la tempête. Le calme avant la tempête. Oh oui, absolument. Et c'était plus ou moins la même chose avant l'explosion des 6, 7 et 8 juillet dernier. C'était si vrai qu'on avait le sentiment qu'après avoir fait passer le budget qui était contesté, que d'autres mesures ayant un impact direct sur le système social pourraient aussi passer. Et on a vu la rigueur, la vigueur avec laquelle la population a réagi. Ces données-là, les données qui peuvent expliquer cette explosion n'ont pas changé. Ces données-là n'ont pas changé. À savoir? Écoutez, on vit une situation sur le plan socio-économique extrêmement désastreuse. Les gens vivent dans une misère vraiment intolérable, inacceptable. Donc, c'est source de problèmes, quel que soit le petit prétexte dans le système social, on peut aboutir à n'importe quel problème. Regardez par exemple au niveau de la réaction de certains chefs d'entreprise qui sont en train de barricader leurs entreprises. Ce n'est pas parce qu'ils sont fous, ce n'est pas parce qu'ils ont fait un mauvais rêve. Il y a dans le tissu social des embêtements que n'importe quelle situation maladroite peut nous amener à une situation vraiment dure. Donc, professeur? Oui, bon, je pense... Alors, selon vous, il n'y a pas d'embellie véritablement? Je ne crois pas qu'il y ait une embellie, je crois qu'il y a une attente. D'abord... une petite pause, tout simplement? Une petite pause, en ce sens que quand même, les événements des 6, 7 et 8 juillet ont secoué la société haïtienne. Et il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur emploi. Et il y a énormément d'entreprises qui ont des difficultés. Et comme on le disait tout à l'heure, ça se ressent au niveau de la rentrée des classes ces jours-ci. Les gens attendent. Ils attendaient d'abord le budget. Parce que c'est une chose intéressante. Enfin, vous disiez qu'il n'y a pas de proposition, etc. Cependant, il y a un travail qui a été fait. Et bon, je ne veux pas donner un crédit, n'est-ce pas, à l'initiative de la société civile pour ça. Nous sommes une des institutions, à côté de Groupe Croissance SA, de l'Association haïtienne des économistes, qui pendant des années ont focalisé un petit peu l'attention sur le budget. Aujourd'hui, le budget devient un thème important pour la population haïtienne. Donc, je suis sûr que la population attendait un petit peu ce budget pour voir quelles sont les nouvelles taxes qui allaient apparaître, quelles sont les hausses d'impôts qu'on allait concevoir, etc. Les gens attendaient le budget. Bon, on ne l'a pas eu, puisque avec ce changement de gouvernement, il y a simplement le budget rectificatif qui est reconduit. Ce matin, l'un des thèmes dans les nouvelles, c'est la question du salaire minimum. Le salaire minimum devait être annoncé au début de l'année fiscale. Ça n'a pas encore été fait, mais déjà, les syndicats commencent à réagir. Ce sont autant de choses. Par exemple, les syndicats vous disent que nous attendons de voir ce qu'on va nous proposer pour commencer à manifester aux besoins, etc., etc. Donc, les gens attendent tout cela. Donc, je crois qu'il y a plutôt une attente, mais ce n'est pas qu'il y ait véritablement une accalmie. Et puis, comme il y a eu un changement de gouvernement, les gens essaient de voir ce que... Un temps de grâce est accordé. Bon, le temps de grâce sera très court, apparemment, selon toutes les prévisions, et parce que la situation est vraiment, vraiment difficile. Justement, nous allons marquer la pause et au retour, colonel, nous allons essayer de voir les premiers pas de Jean-Henri Séan, fraîchement arrivé à la primature. Qu'est-ce que cela annonce? Est-ce qu'il est parti du bon pied? Vous suivez, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nos invités, le professeur Rony Desroches de l'initiative de la société civile et l'homme politique Himmler Rébu. Avec eux, nous faisons le point. À tout à l'heure.
Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne-retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Vous suivez, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nos invités sont encore là avec nous. Et colonel Imler Rébu, avant la pause, on promettait aux auditeurs, aux téléauditeurs de Métropole, de voir avec eux, de voir avec vous, plutôt, les premiers pas de Jean-Henri Séan fraîchement arrivé à la primature. Les premiers pas du chef du gouvernement, on a vu, les a conduits à la Cour supérieure des comptes. À la Cour supérieure des comptes, est-ce que selon vous, il est parti du bon pied? Bon, je ne veux pas vraiment opiner parce que je n'ai pas l'état de la situation, je n'ai pas une idée de ce qu'il a trouvé, comment il a trouvé l'état. Je sais que les difficultés sont toujours là. Le professeur Desroches disait avec raison tout à l'heure, il y a une certaine paresse du point de vue d'organisation de l'État pour capter les impôts, les taxes des citoyens. Je ne sais pas comment le système de la défense, parce que assez souvent, on approche ces questions-là sur un angle totalement militaire, alors que la défense d'un pays est d'abord essentiellement économique. L'organisation du système de défense, par exemple, quand vous voyez les pays étrangers envoyer leurs diplomates à l'étranger, eh bien, dans l'organisation de la défense d'un État, c'est les premiers éléments. Ensuite, tu as les éléments périphériques au niveau de l'organisation du contrôle de la frontière, du mouvement des personnes et des biens. Et c'est pourquoi, même si vous avez un visa en main, vous arrivez à un aéroport aux États-Unis, et l'officier de l'immigration a le pouvoir de vous refuser l'accès au pays. S'il estime, pour une raison qu'il n'a pas expliquée, que vous pourriez représenter un élément, un danger pour le pays. Et on ne sait pas beaucoup en Haïti que les guerres ne se font que pour des raisons économiques. Un pays n'entre pas en guerre parce qu'il a l'intention, il a le désir, il a fait un rêve, il veut partir en guerre. C'est pour défendre un intérêt économique. Maintenant, comment nos frontières sont-elles organisées, sont-elles défendues? Est-ce que la quantité de biens qui traversent par nos frontières permet à l'État de capter le volume de taxes qu'il aurait dû capter? Si vous allez, je ne sais pas ce que la DGI, par exemple, ou bien la douane, ont comme budget pour leur organisation. Or, ce sont les premiers éléments. Par exemple, vous avez les douanes, la DGI, l'immigration. Ce sont les premiers éléments du système défensif du territoire. Maintenant, quels sont les moyens qui sont donnés à ces institutions? À la DGI, par exemple, pour faciliter le paiement des taxes par les citoyens. Quel budget la DGI? De quel budget la DGI dispose? Quelle est l'infrastructure humaine et technique qui est mise en place au niveau de la douane pour protéger nos frontières et permettre à l'État? Maintenant, si vous n'avez pas de moyens économiques, la réponse que vous pouvez donner aux problèmes sociaux est déjà connue. Donc, le Premier ministre est arrivé. On arrive toujours dans ces espaces de pouvoir avec beaucoup de bonnes idées, beaucoup de bonnes intentions. Mais la réalité du terrain constitue toujours un frein parce que vous devez surtout vous battre avec les vrais faux problèmes. Ce sont des problèmes qui sont là, qui sont réels, mais qui n'auraient pas dû être là parce que les solutions pour ces problèmes-là n'ont pas été appliquées. Donc, je ne sais pas quel diagnostic il a fait. Je ne connais pas les moyens dont il dispose. Et si nous restons dans le cadre du budget qui est reconduit, je pense qu'il va faire face à des difficultés. Moi, ce que nous avons préconisé au gré de la situation actuelle, c'est avoir un mouvement de déconcentration de l'utilisation des fonds de l'État sur le territoire de la République. Je comprends difficilement comment un ministre
de la coopération, il s'appelle ministre de la planification, le ministre de l'Intérieur. Ce sont ces deux ministres qui, dans la réalité fonctionnelle aujourd'hui, sont les décideurs de ce qui se fera, de ce qui ne sera pas fait au niveau des collectivités territoriales. Maintenant, comment un bonhomme à Port-au-Prince peut-il avoir la capacité de décider ce qui doit être fait à Serka-Kabahar? Donc, il faut que les maires aient accès à des moyens. Et là encore, il faut bien organiser, bien réorganiser la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Mais quel est le rôle des délégués départementaux? Non, le délégué départemental qui aurait dû suivre ce que nous avons étudié au gré, qui aurait dû être le chef du gouvernement départemental. Oui, c'est l'œil de l'exécutif là-bas. Non, c'est plus une fonction, on l'utilise plus comme une fonction politique que comme une fonction administrative. Or, en principe, le délégué départemental est l'administrateur du département en tout ce qui concerne la vie sociale au niveau du département. Donc, nous avions fait des calculs sur un budget de 144 milliards, essentiellement concentré sur Port-au-Prince. Nous avions préconisé qu'on commence au niveau des communes par rapport à leur taille et leur système d'organisation, qu'on ait chaque 3 mois au moins 25 millions de gouttes qui puissent être mis à la disposition des maires, naturellement en renforçant le système de contrôle. Parce que si nous avons pile des autres qui passent à faire l'argent, n'importe où, nous aurons la préférence à gagner dans tout le pays, l'argent des contribuables, mettre en place un système de contrôle pour permettre, avec les éléments de la société civile au niveau local, au niveau de chaque commune, qu'il y ait une participation citoyenne sur le développement, le fonctionnement des communes. Nous avions calculé que cela irait chercher dans les 37 à 39 milliards l'an. Donc je ne vois pas pourquoi sur un budget de 144 milliards, essentiellement concentré sur Port-au-Prince, on ne pourrait pas apporter à ces communes une certaine forme d'apprentissage, de gestion des moyens économiques au profit de projets qui pourraient mettre en branle, qui pourraient permettre de rapatrier au niveau de ces communes les jeunes diplômés, les professionnels qui sont à la capitale des fois sans travail. Et nous avons en face des maires qui n'ont aucune assistance technique valable. Moi, c'est le premier mouvement que j'aurais fait pour chercher à déconcentrer cette pression qu'il y a sur Port-au-Prince et qui finit toujours par être une pression politique où nous partons de l'économique qui est en difficulté, sur le social qui vit dans la misère et nous aboutissons toujours sur des problèmes politiques qu'on devrait pouvoir éviter. La même question, professeur Rony Desroches. On parle des pas du Premier ministre Jean-Henri Séan. Ses premiers pas, il les a conduits vers la Cour supérieure des comptes. Dans ce contexte où il y a une forte demande de reddition de comptes à travers les rues, n'est-ce pas un bon pas selon vous? Bon, je dirais que c'est un petit peu tôt, après 15 jours, parce qu'il a été installé à peine 15 jours, n'est-ce pas, pour juger, n'est-ce pas, de ses débuts. Je crois qu'il envoie quelques signaux, n'est-ce pas, pour l'instant. Sa visite à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, quand on sait que la Cour aujourd'hui a un énorme dossier, n'est-ce pas, devant lui, la question des fonds Petro-Caribé et de leur utilisation, je crois que c'est un bon signal qui montre qu'il a un certain intérêt pour cela. Je pense qu'il a envoyé peut-être un signal un peu négatif que beaucoup de gens ont critiqué, c'est le fait d'avoir nommé des ministres n'est-ce pas, sans portefeuille, etc. Parce qu'aujourd'hui, la population haïtienne est extrêmement sensible au gaspillage des fonds publics. N'est-ce pas? Je pense qu'aujourd'hui, on aurait dû un peu réduire, même s'il le faut, le nombre de ministères, n'est-ce pas, la taille du gouvernement, plutôt que d'en rajouter. Parce que les gens se disent, c'est des véhicules en plus, c'est des sécurités en plus, etc., etc. Je crois que ça, c'est un très mauvais signal. Et il faut que nos dirigeants se rendent compte que la population aujourd'hui est très sensible parce qu'elle est frustrée, parce qu'il y a des difficultés énormes. Par contre, je dirais qu'il y a un signal que j'ai pu percevoir qui est positif.
mardi de la semaine dernière, il était avec l'OMRH, l'Office de Management et des Ressources Humaines, pour, n'est-ce pas, 2 jours de séminaire sur la réforme de l'État. Non seulement il était à l'ouverture, mais aussi il a réuni le comité à la fermeture, etc. Il a montré qu'il est très intéressé à la question de la réforme de l'État. Maintenant, on va l'atteindre au pied du mur pour voir si, n'est-ce pas, les différentes réformes qui sont proposées, il va véritablement les appuyer, qu'il s'agisse de la décentralisation, comme disait, n'est-ce pas, le colonel Rébu, qu'il s'agisse de la réforme des finances publiques. Par exemple, vous avez ce qu'on appelle le compte unique du Trésor, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'est plus question d'avoir 36 000 comptes un peu partout. Il faut que tout soit concentré dans un compte unique, même s'il y a des comptes séparés. Ça permet en quelque sorte de faire des économies. Ça permet de savoir qu'il y a des ressources ici. On n'est pas obligé d'aller emprunter, etc., etc. Bref, il y a un certain nombre de choses. Par exemple, une des choses qu'on critiquait beaucoup la semaine dernière à cette réunion, c'est que d'après la loi, seul un fonctionnaire de carrière peut être directeur général, quelqu'un qui connaît très bien l'administration publique, etc. Mais dans le passé, eh bien, on a vu des gens, des inconnus de l'administration publique, bombardés comme, n'est-ce pas, directeur général. Bref, ce sont des signaux. Si il garde ce respect, si vous voulez, de la législation, eh bien, ça pourra rétablir en quelque sorte la confiance de la population, parce qu'aujourd'hui, il y a une crise de confiance de la population par rapport à ces dirigeants. Colonel, comment voyez-vous cette cohabitation Jovenel Moïse, Jean-Henri Séan? Est-ce que l'expérience politique de Jean-Henri Séan peut être bénéfique pour lui et pour le pays, pour l'administration Moïse? Bon, je ne dirais pas cohabitation, parce que sur le plan technique, la cohabitation, c'est la mise en place de 2 pensées politiques différentes avec les moyens d'agir. Est-ce que le Premier ministre Jean-Henri Séan a effectivement les moyens d'agir sur le système politique tel qu'il fonctionnait, tel qu'il fonctionne aujourd'hui? Je ne sais pas. Le président de la République a un hobby qui s'appelle la caravane, qui donne l'impression de tout englober, où il agit personnellement sur tous les dossiers. Est-ce que ça va continuer à fonctionner comme ça? Est-ce que les moyens des ministères vont être dirigés vers ce concept? Et est-ce que le Premier ministre peut s'en démarquer? Ou est-ce qu'il va emboîter le pas dans ce que l'on appelle, à mon sens, à tort, une stratégie que serait la caravane? Je ne sais pas. Je n'ai pas le sentiment que le président Jovenel Moïse écoute beaucoup. Je n'ai pas le sentiment, je n'ai pas ce sentiment. Sinon, ce gouvernement tel qu'il est réorganisé là ne l'aurait pas été comme ça. C'est évident que, par exemple, on a mis en place de nouveaux ministres, le professeur de Roger de le dire, pour des fonctions qui sont des attributs de certains autres ministères. Par exemple, vous avez le ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique, et on crée le ministère du patriotisme, etc. Ce travail-là serait normalement dévolu au ministère de l'Éducation nationale, au ministère de la Jeunesse et des Sports. Quelle est l'économie de cette mesure? Je ne sais pas. Il y a eu beaucoup de critiques. Il y a aussi, quand vous faites de la politique en Haïti, ce sont des soubassements de l'organisation politique qui sont mauvais. Quand vous prenez le piège, moi j'appelle ça des hommes pris au piège au niveau du Parlement. Les parlementaires sont des gens qui sont pris au piège du système.
Leur propre piège ou mais un piège extérieur? C'est le système politique. Comment arrive-t-on au Parlement? Quel en est le cheminement et les conditions? Comment arrive-t-on à la présidence de la République en Haïti? Dans plusieurs interventions, on a vu le président Jovenel Moïse se plaindre. Il l'a même fait au niveau de l'ONU. Pour des problèmes domestiques qui sont du ressort de la décision d'État. Par exemple, quand le président Jovenel Moïse, dans son discours, se plaint de certaines conséquences de certains contrats entre l'État haïtien et des particuliers. Mais je ne comprends pas. Moi, j'appelle ça une complainte. La complainte est l'expression d'une impuissance, d'une incapacité à prendre la mesure adéquate sur un sujet précis. Et ceci a été discuté au niveau de l'ONU. Cela dit que le président lui-même, il a des difficultés pour embrasser la question de l'organisation et du fonctionnement de l'État au point qu'il lance des appels au secours. Je les appelle comme ça. Maintenant, s'il y a de réels problèmes que le président ne peut pas encore nous dire, auxquels il se trouve confronté, le Premier ministre Jean Russéa va se retrouver aussi dans le même corset et les progrès vont être difficiles. Moi, je ferai une sortie vers les communes intérieures pour essayer de desserrer la pression sur le pouvoir central et permettre de mieux fonctionner. On l'a vu récemment, un allié du pouvoir en place, Evans Paul, l'ancien Premier ministre Evans Paul, qui a dénoncé ce que l'on pourrait appeler l'impéritie de Jovenel Moïse, l'incapacité de Jovenel Moïse à faire fonctionner, à gérer le pays, parce que, dit-il, celui-ci était peu préparé. Est-ce que vous regardez le chef de l'État à travers ces mêmes lunettes, colonel? Bien, il y a un fait que l'ex-premier ministre Evans Paul, il l'a dit d'ailleurs, a des relations extrêmement fréquentes avec le président. Moi, j'ai très peu pratiqué le président Jovenel Moïse. Je l'ai rencontré par 3 ou 4 occasions. 3 occasions en public, une occasion en tête-à-tête. Et comme pour tous ceux-là qui arrivent au pouvoir en Haïti, c'est ce que je disais avant, il y a un cheminement qui devrait normalement amener quelqu'un à des responsabilités au niveau d'un État. C'est comme le professeur Desroches le disait tout à l'heure, par exemple, quelqu'un qui arrive à être directeur général d'un ministère. Il y a un cheminement qui devrait vous y conduire. Or, il arrive que presque la totalité des décisions qui se posent sont des décisions politiques. Ce sont des parachutes. Voilà, quand vous ne maîtrisez pas, par exemple, l'économie, tout peut vous arriver. Si vous prenez, par exemple, le secteur de la sécurité, pour un oui ou pour un non, une route nationale peut être bloquée et personne ne peut savoir pour combien de temps cela peut-il durer. Ceci nous est arrivé, mettant en péril, en danger, ce qui se passe sur la côte des Arcadins comme seul espace exploitable économiquement et qui donne beaucoup, en fait, assez d'emplois. Et si nous ne maîtrisons pas ces paramètres, eh ben, mais ça se répète tellement qu'on a l'impression que, ok, l'État se retrouve avec les bras liés, ne peut pas faire son travail d'anticipation. Le seul travail d'un dirigeant à la tête de l'État, c'est anticiper les problèmes. Maintenant, comment est-ce que ça peut se répéter en permanence? Au-delà de ces gens-là qui décident que la circulation sera bloquée sur la nationale numéro 1, sur la nationale numéro 2, quand ils le décident, il y a aussi la quantité d'accidents de la route, la quantité de personnes qui meurent sur les routes nationales. Donc, ce sont des problèmes récurrents pour lesquels des solutions existent. Maintenant, on se demande si on sait comment aborder ces problèmes, comment les résoudre, et si on a aussi les moyens pour le faire. Maintenant, tant que les taux économiques ne sera pas desserré, les problèmes sociaux et politiques viendront. Donc, comment va être le fonctionnement de l'État avec le couple Moïse-Séan?
je ne sais pas, je ne connais pas la nature de leur relation, la franchise qu'il y a dans leur collaboration, parce que c'est extrêmement important, la confiance que l'un peut avoir dans l'autre, parce que assez souvent, à la tête de l'État, nous passons beaucoup de temps à gérer nos chicanes, nos suspicions, que de faire le travail que nous avons à faire. S'ils arrivent à planir ce chantier, on peut avoir des résultats. Et tout le monde souhaite, parce qu'il n'y a personne, aucun citoyen qui pourrait souhaiter que le gouvernement ne réussisse pas. Quand le gouvernement ne réussit pas, ce sont les citoyens qui payent les contre-coups au départ. Et professeur, est-ce que c'est une évidence pour vous ou une simple impression que vous avez le président Jovenel Moïse aujourd'hui, avec le président Jovenel Moïse aujourd'hui, c'est le règne du tâtonnement, de l'improvisation, pour répéter, pour paraphraser Evans Paul? Bon, écoutez, moi je dirais que c'est un truisme, c'est-à-dire c'est presque une vérité évidente, n'est-ce pas? Écoutez, l'autre jour je regardais, n'est-ce pas, la télévision française, le Premier ministre Édouard Philippe, n'est-ce pas, qui était invité de l'émission politique, n'est-ce pas? Et je regardais, n'est-ce pas, la maîtrise, n'est-ce pas, que ce Premier ministre a de ces dossiers, des chiffres, n'est-ce pas? C'est admirable. Et pourquoi? Parce que les hommes politiques français en général sont passés presque tous par l'ENA, par l'École nationale d'administration, n'est-ce pas? Il y a quand même une préparation qui est importante. Bon, M. Moïse, il a fait l'éducation, que je sache, à Quisqueya. Ensuite, il a été dans l'agriculture. Il a peut-être eu un certain succès dans ce domaine, etc. Bon, les circonstances, et il le dit lui-même, qu'il y a peut-être 3 ou 4 ans, on lui aurait dit qu'il serait président de la République, il aurait été le premier à être étonné, n'est-ce pas? Il se préparait à être sénateur, apparemment, mais pas à la présidence, etc. Bon, ça veut dire qu'il y a une préparation théorique, n'est-ce pas, qui fait défaut. Et je suis sûr que le colonel Rébu, n'est-ce pas, qui a été ministre, n'est-ce pas, comme moi, eh bien, je peux vous assurer qu'il faut un bon apprentissage, ne serait-ce que pour gérer un ministère. Moi, je me rappelle mon expérience en 86. J'étais directeur du Collège Byrd. Je pensais qu'on pouvait diriger, n'est-ce pas, un ministère comme, n'est-ce pas, on dirigeait une école. Une école. C'est pas vrai du tout, du tout. C'est des aptitudes différentes, etc., etc. Donc, il y a quand même un manque de préparation. Ça, c'est évident. Maintenant, la deuxième chose, bon, le général de Gaulle n'était pas non plus un homme politique, il était un militaire, mais quand même, il a quand même conduit la France dans une situation difficile. Ça peut arriver aussi que... Maintenant, en ce qui concerne le président Jovenel Moïse, je crois que c'est quelqu'un qui a des intuitions, de bonnes intuitions, mais il se laisse guider, à mon avis, par ses intuitions, mais il ne prend pas peut-être suffisamment le temps de bien consulter tous ceux qui pourraient lui donner, à mon avis, les conseils nécessaires à partir de leur expérience. C'est mon impression. C'est mon impression. Par exemple, la caravane, c'était peut-être une belle intuition, en ce sens que le Sud, les NIP, la Grand'Anse ont souffert de Mathieu, etc. Il fallait leur venir en aide. Il fallait une impulsion. Avec une impulsion, n'est-ce pas, une fougue et une capacité de travail, il faut lui reconnaître, aussi extraordinaire, vous voyez. Mais il faut connaître aussi l'administration publique, parce que vous lancez quelque chose, mais il faut avoir la capacité de continuer. Il faut le suivi. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que la machine, quelque part, est bloquée. Et il n'a pas pu faire la planification financière suffisante. Et il y a une chose qui est importante, et c'est l'une des grandes critiques que l'on fait par rapport à nos administrations en Haïti. On lance des projets, mais il n'y a pas une évaluation économique et sociale suffisante des projets pour savoir quels sont les impacts sociaux, quels sont les impacts économiques, n'est-ce pas, de ces projets. Parfois, c'est un ami politique, un partisan politique qui fait la promotion de tel ou tel projet. On se lance là-dedans, mais il n'y a pas une étude sérieuse pour voir l'impact économique de ce projet.
Donc je crois que, et bon, il a fait sa première expérience. J'espère qu'aujourd'hui, il va avoir un petit peu plus de sérénité pour bien réfléchir, n'est-ce pas, sur les pas. Et peut-être que quelque part, il faut le souhaiter. Monsieur Séan, qui est peut-être, parce que quelqu'un qui gère, n'est-ce pas, le notariat, n'est-ce pas, qui gère la propriété de beaucoup de gens, s'il a pu réussir, c'est que c'est un monsieur très méticuleux. En tout cas, on peut lui donner ce crédit, n'est-ce pas? Alors peut-être que lui, s'il coopère bien ensemble, il peut apporter des qualités complémentaires à celles du président Jovenel Moïse. Il peut apporter aussi des relations, une connaissance des gens. Parce que les Anglais vous disent qu'en politique, le plus important, c'est les gens que vous connaissez, pas ceux que vous connaissez. En termes théoriques, ce sont les relations. Je pense qu'il a aussi un portefeuille de relations qu'il pourrait peut-être apporter comme un atout complémentaire. J'entends beaucoup de gens les opposer, n'est-ce pas? On parle de cohabitation, certains même disent qu'il est là pour le remplacer, etc. Je souhaite que ceci ne soit pas le cas, parce que nous sommes dans une situation tellement fragile aujourd'hui en termes de sécurité, en termes de capacité d'explosion sociale, en termes de frustration, avec une jeunesse qui à 60% est au chômage en milieu urbain, que nos dirigeants doivent bien s'entendre pour mener cette barque, n'est-ce pas, qui est très fragile aujourd'hui, pour qu'elle ne prenne pas de l'eau, et parce que ce qui va arriver, c'est que ce sont les étrangers qui vont nous prendre en charge si nous ratons, n'est-ce pas, cette période. Dans son discours à la tribune de l'ONU jeudi dernier, colonel, le président de la République a sollicité, autant que je me rappelle, 2,780 milliards de dollars pour mettre Haïti sur les rails du développement. À entendre ce chiffre, qu'est-ce que cela évoque? Moi, je crois que ça a été une très mauvaise idée. Après que nous ayons gaspillé près de 3 milliards, que nous allions quérir au niveau international 2 milliards. Je ne pense pas que la tribune de l'ONU aurait dû être utilisée pour ce genre de discours. Vous arrivez à la tête d'un État, vous avez pris la responsabilité de vous présenter comme candidat à la présidence. Donc, vous prétendez pouvoir gérer un État, c'est parce que vous en connaissez les problèmes et vous avez des embryons de solutions. Je ne pense pas qu'il soit logique que nous donnions toujours l'impression que quand nous nous déplaçons à l'étranger, c'est pour aller demander à l'étranger de donner de l'argent pour faire le travail que nous avons à faire ici. Je ne pense pas que c'est correct. En tout cas, moi, comme citoyen, je ne le ferai pas. Il y a, par contre, la question du choléra, qui, pour moi, encore, a été mal abordée, parce que c'était un acte criminel décidé par une entité de l'ONU. Donc, l'approche serait de mettre l'ONU face à ses responsabilités, sans même donner des chiffres. Sans même donner des chiffres. Et vous venez, vous me faites une agression, et je m'en vais chez vous, je vous demande de l'argent pour aller réparer l'agression que vous avez faite. Mettre l'ONU face à ses responsabilités nous ferait gagner quoi, colonel? Ce que nous avons fait nous fera gagner quoi? Moi, je pense que Haïti aurait dû introduire une action en justice pour quérir une réparation formelle de cette entité internationale. Et non aller demander de l'argent, aller dire que pour résoudre tel problème, il faudrait tant. Qui va vous donner l'argent? La formule utilisée pour moi est incorrecte. Et dans un discours devant l'ONU, parler de chiffres qu'il vous faudrait pour faire ce que vous avez à faire chez vous. Je pense que ces questions-là sont des questions qui devraient être discutées dans des rencontres, je ne dis pas privées, bilatérales, multilatérales, mais en dehors de la publicité de la presse qui nous donne une image d'être toujours... ce sont des gens qui demandent toujours. Lorsqu'on parle de chiffres, Petro-Caribé n'est jamais trop loin. Aujourd'hui, on voit les demandes de reddition de comptes. Il y a des gens qui applaudissent
ce refrain cantonne des milliers de gens en Haïti aujourd'hui, mais il y a quelque part une peur, à savoir, disons pourquoi, c'est parce qu'il y a aussi des messages violents véhiculés dans le fond. Votre avis là-dessus, est-ce qu'il n'y a pas un risque de perturber le mouvement, en l'occurrence Petro Challenge? Bon, je crois qu'il faut distinguer deux aspects de cette revendication en ce qui concerne Petro-Caribé, l'utilisation des fonds de Petro-Caribé. Il y a un aspect, je crois, tout à fait légitime, un peuple qui croupit dans la misère pour la grande majorité de sa population, une jeunesse, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui ne voit pas, n'est-ce pas, un horizon prometteur pour son avenir. Donc il y a beaucoup de frustration et voilà que vous avez un argent qui a été dépensé et vous avez l'impression que ça a été gaspillé, vous avez l'impression que ça a été, et qu'il y a une partie de cet argent qui a été détournée. C'est normal que la population demande des comptes. Et c'est normal aussi qu'il y ait un procès qui permette d'établir la vérité. Qu'est-ce qui a été dépensé, à quoi ça a servi, qu'est-ce qui a été détourné, qu'est-ce qui a été gaspillé, qu'est-ce qui a permis à certaines personnes de s'enrichir illicitement. Et je crois que, une fois que ces données seront établies, qu'un jugement sera rendu, à ce moment-là, s'il y a des coupables, eh bien, il faut que ces coupables soient sanctionnés et que, n'est-ce pas, certains exemples soient tracés aussi pour dissuader des fraudeurs actuels ou à venir. N'est-ce pas? Donc, je crois que ça, c'est absolument indispensable et c'est tout à fait légitime. Mais par contre, il y a aussi, je dirais, tout un aspect partisan de la question, c'est-à-dire des gens qui profitent de cela pour régler des comptes avec des adversaires politiques. Et des gens qui peut-être sont même des coupables aussi, hein, ou des bénéficiaires des largesses de Petro-Caribé, etc., mais qui profitent, comme c'est peut-être ces gens ne sont pas au pouvoir aujourd'hui, qui profitent de cette clameur publique pour régler leurs comptes à des adversaires politiques. Je crois que ça, il faut éviter de ça et surtout, pas question, n'est-ce pas, d'utiliser la violence parce que nous pouvons arriver, n'est-ce pas, à une situation extrêmement préjudiciable au pays en termes d'affrontement. En termes d'affrontement. Parce que, rappelons-nous ce qui s'est passé lors du procès de la consolidation, n'est-ce pas? Les gens qui étaient accusés sont devenus présidents. Et peu de temps après, nous avons eu l'occupation américaine parce qu'on n'a pas pu gérer la situation de trouble dans ce pays. D'accord? Donc, je pense qu'il faut qu'il y ait une justice équitable, et s'il y a des gens qui sont coupables, il faut. Et je dirais qu'il y a une deuxième chose importante, faire la distinction entre des gens qui se sont enrichis, n'est-ce pas, illicitement, et là, il faut pouvoir faire des recherches pour retracer ces fonds, parce que ces fonds doivent être soit investis dans des immeubles ou bien dans des choses de ce genre, ou bien envoyés à l'étranger. Il faut pouvoir retracer ces fonds pour établir la culpabilité de ces gens. Maintenant, il y a d'autres personnes qui ont peut-être été victimes d'un système. Parce qu'il faut reconnaître que nous avons un système qui aujourd'hui est vraiment défaillant. Qu'il s'agisse du système politique en général, qu'il s'agisse du système économique, qu'il s'agisse du système administratif. Nous le disions tout à l'heure, il faut qu'il y ait une harmonisation des responsabilités au niveau des instances de contrôle financier. Entre l'ULCC, la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, il y a, n'est-ce pas, des chevauchements qu'il faut éliminer aujourd'hui. En plus de cela, je vous donne un ou deux exemples. Prenons le cas de l'unité, de l'ULCC qui s'occupe, ou du moins de la Cour supérieure, de la CNMP, la Commission nationale des marchés publics. Vous voyez? Eh bien,
qu'est-ce que... dernièrement, il y a eu une enquête qui a été menée par la Banque mondiale qui a montré que la loi fait obligation à la Commission nationale des marchés publics de demander à tous les ministères d'envoyer au début de l'année la liste, n'est-ce pas, de leurs commandes publiques, n'est-ce pas, pour savoir ce qu'ils vont acheter, si c'est des tracteurs, si c'est du papier, etc., etc. Eh bien, sur les peut-être 18 ministères qu'il y avait à l'époque, seulement 3 ministères l'ont fait. C'est-à-dire ne l'ont pas fait. Ensuite, cette même enquête de la Banque mondiale a montré que d'une vingtaine de projets qu'ils ont étudiés, seulement 3 projets correspondent plus ou moins à la planification nationale. Ça veut dire que ces projets, les 17 autres projets, n'est-ce pas, ont été exécutés sans qu'il y ait une planification suffisante. C'est du gaspillage. Donc c'est pour vous dire que nous avons un système d'exécution de projets, de dépenses publiques où il n'y a pas un vrai contrôle. Et ensuite, en principe, vous devez avoir un suivi, une évaluation et une évaluation finale du projet qui dit le projet a été exécuté, il est terminé, voici le rapport. Eh bien, à ce jour, au moment où la Banque mondiale a fait cette étude, aucun projet exécuté n'a fait l'objet d'une évaluation finale. Donc, vous voyez, c'est pour vous montrer qu'il y a un système laxiste. Maintenant, un ministre qui arrive, n'est-ce pas, à son ministère, on lui dit « Ah, c'est toujours comme ça que ça se passe. Vous pouvez y aller. Vous n'aurez pas la signature de la Cour supérieure des comptes ou bien de la CNMP. Vous pouvez avancer parce que le ministre, il a une obligation de résultat. » Donc, certains ministres peuvent être victimes d'un système complètement laxiste. Donc là, il faut faire la distinction. Et on ne peut pas nécessairement dire que ce ministre a fraudé ou bien s'est enrichi illicitement parce qu'il est victime d'un système. Donc il faut faire très attention dans cette affaire de Petro-Caribé. Colonel, Petro-Caribé, violence, est-ce que la violence peut conduire, selon vous, à un procès? Je suis très préoccupé. Ce qu'il aurait fallu maintenant, c'est avoir un système judiciaire dans lequel la population aurait confiance. C'est la première chose. Par exemple, je vais prendre un cas malheureusement personnel. J'ai reçu à mon bureau il y a 3 ou 4 jours une lettre d'un juge de Saint-Marc qui voulait m'entendre sur cette histoire d'armes qu'on avait retrouvées à Saint-Marc. De cargaison d'armes. Ce qui est totalement normal. J'étais secrétaire d'État à la sécurité publique. Le juge est en train d'instruire le cas. C'est normal qu'il veuille entendre, quel que soit le citoyen qu'il pense qu'il pourrait lui donner des renseignements, qui pourrait répondre à sa question. C'est une affaire personnelle. Ma secrétaire donne l'accusé réception à l'huissier qui avait amené la lettre. Et je retrouve cette lettre-là au niveau des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Maintenant, comment moi, comme citoyen, appelé par un juge, mais là, je ne peux pas savoir si c'est le juge, parce que c'est une correspondance qui est entre les mains de l'huissier qui agit pour le juge. Donc, il y a 2 personnes qui ont accès à cette correspondance. L'huissier et le juge. Maintenant, lequel d'entre eux a décidé de rendre une affaire de justice, une instruction qui doit être secrète, publique? Maintenant, moi, en tant que citoyen, je vais me présenter devant ce juge avec, dans ma tête, mais pourquoi je suis obligé de mettre, parce que c'est lui le responsable. Pourquoi le juge a-t-il fait ça ou a-t-il permis que ceci se fasse? Qui s'est derrière tête li? Donc, je ne suis plus dans le sujet qui préoccupe la société sur cette question. Je suis acculé dans ma suspicion. À partir de ce moment, je suis dans une position défensive. Ce qui n'aurait pas dû être le cas. Maintenant, quand vous demandez que les institutions de justice en Haïti aujourd'hui fassent ce travail de jugement
du Petro-Caribé, moi j'ai des doutes. J'ai des doutes, pas que vous pas capable de faire pour ça, parce que techniquement, retracer ces fonds, ce n'est pas une affaire difficile. Ce n'est pas forcément une affaire difficile. Parce que des fonds aussi énormes, dans des projets catalogués, moi je dirais des cadavres de projets, catalogués, identifiables, il y a des gens qui ont signé, il y a des gens qui ont pris des responsabilités par négligence, par méchanceté, par désir, instinct de lucre. Les gens à questionner sont très rapidement identifiables. Maintenant, quel niveau de confiance que cette population a dans cette justice? Quand la confiance n'est pas là, on se dirige sur la pulsion, sur le désir de se faire justice. Or, se faire justice dans un cas pareil peut amener le pays à une nouvelle occupation. Parce que le degré de violence, l'exercice qui a été fait les 6, 7 et 8 juillet, nous dit qu'il y a aujourd'hui une infrastructure humaine mobilisable pour contrarier la liberté des autres citoyens. Maintenant, qui est-ce qui peut en tirer les ficelles? Nous ne savons pas. À quelle fin? Parce que il ne faut pas oublier que le président Jovenel Moïse s'est engagé dans une bataille face à des intérêts économiques énormes. Et il est visible qu'il ne maîtrise pas son sujet. C'est comme si le bail vient tomber sur eux, pas de penser que ça a fait. Il plaint de ça à l'étranger. Donc, il est dans une bataille. Nous parlons des contrats de. Voilà, il est dans une bataille économique. Or, je vous dis, les batailles économiques amènent toujours à de vraies batailles de terrain. Donc, c'est extrêmement fragile. Le sentiment de la population est très fort contre ces gens qui auraient dilapidé ces fonds. Et s'il n'y a pas cette confiance-là, des actions en justice, pour ne pas précipiter fait, pour ne pas mettre des gens en situation difficile sans que vous n'ayez pas des responsabilités. Maintenant, et puis, il n'y a pas qu'à prendre ça, il faut quitter ça. Donc, cette situation extrêmement étriquée, difficile, peut nous conduire à une autre explosion d'une extrême violence. Il y a des gens qui se préparent, d'un côté comme de l'autre. Les gens pile monde qui dit, ils va venir camper, qui ton nègre, on pile monde vient craser bien ou bien vient attaquer la vie, et a défendre. La défendre en faisant quoi? Est-ce qu'il y a un rapport au niveau du gouvernement pour savoir quelle quantité d'armes et de munitions qui sont rentrées au pays en préparation à cette confrontation? Parce que l'idée de la confrontation est dans la tête de beaucoup de gens. Dans la tête de beaucoup de gens. Ce n'est pas souhaitable, mais est-ce que le gouvernement a les moyens de sa politique? Est-ce que le système de justice a la capacité technique d'agir? C'est sûr, si un juge a la totale liberté d'agir, le travail peut être fait. Mais est-ce que cette liberté est là? Je ne sais pas. Et si elle n'est pas là, la suspicion, le manque de confiance, ça va augmenter et invariablement, ça va être dans les pulsions de se faire justice. Et nous savons très bien qu'en se faisant justice, la population finit toujours par se faire beaucoup plus de mal que de bien. Voilà. Merci, messieurs. Merci, professeur Rony Desroches. Merci à vous, colonel Himmler Rébu, d'avoir été avec nous ce matin. Merci pour l'invitation. Vous avez suivi, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Restez branchés, vous ne serez pas mieux ailleurs. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés.